Là-bas, toutes les maisons elles sont inondées. Il y en a qui ont été une semaine sans pouvoir sortir de chez eux. Le voisin, là, il a fallu qu'il appelle les pompiers pour lui amener de quoi manger et tout. En l'affaire de 1 heure, déjà, on a eu quand même l'eau qui était dans la cour. Et elle a monté. J'étais sortie, j'ai eu l'eau là au cou. En 1930, vous aviez facilement 2 mètres, même 3 mètres d'eau dans les plaines, hein, 3 mètres. Hein. Vous aviez des cabanons qui ont 5 mètres et on n'y voyait que le toit. Hein. Elle a été très importante parce que moi, il y a 24 ou 25 ans que je suis ici, j'en ai connu pas mal. Hein. J'en ai connu bien une dizaine ou peut-être 15. Hein. Et ici, il y a eu pas mal d'eau et je crois que ça a été une des plus fortes. Est arrivé un moment où la végétation démarrait. Et donc ça nous a mis un peu en porte-à-faux pour les premiers traitements que nous n'avons pas pu réaliser. Donc il a fallu qu'on fasse les traitements par hélicoptère puisque nous n'avions pas la possibilité de rentrer dans les terres. Les inondations de la basse plaine de l'Aude pénalisent lourdement l'économie de la région narbonnaise et représentent une menace permanente pour ses habitants. Leurs étendues sont considérables puisqu'elles encerclent le massif de la Clappe et isolent les villes de Narbonne, Coursan, Cuxac, provoquant d'importants dégâts. Ces inondations fréquentes sont causées par le colmatage du lit de l'Aude qui ne peut évacuer qu'une fraction de 600 mètres cubes secondes du débit des crues. Par exemple, l'inondation de 1930 a été causée par une crue dont le débit était de 3000 mètres cubes secondes. Et celle de 1977 a été causée par une crue d'un débit de 1200 mètres cubes secondes. En améliorant le transit dans le lit de l'Aude, on peut réduire les conséquences de ces inondations. Mais le coût des travaux et les dimensions du chenal nécessaires imposent un compromis réaliste. En observant la fréquence des crues et leur intensité, on remarque qu'il est possible d'obtenir une protection efficace à partir d'un chenal d'écoulement de 1200 mètres cubes secondes. La période de retour des débordements passe de 2 à 5 ans pour les crues d'hiver et de 5 à 15 ans pour les crues d'été. Ces crues, fortement écrêtées et réduites, auront à l'avenir des conséquences moins dramatiques. Sur la base de ce chiffre, il a été établi un projet hydraulique d'ensemble. La première phase du projet a vu la mise en œuvre de la digue en mer, du barrage anti-sel et de la dérivation de Coursan. Pour la deuxième phase, après une étude approfondie des particularités géographiques, économiques et écologiques de la très basse plaine, il est apparu nécessaire d'envisager 2 hypothèses. Dans un cas, on élargissait le lit de l'Aude. Dans l'autre cas, on créait un chenal parallèle au lit principal. Pourquoi envisager plusieurs solutions ? Tous travaux d'aménagement, à part son emprise au sol, un impact sur les activités économiques et sur l'équilibre du milieu naturel. Il fallait donc imaginer des scénarios d'intervention qui, en étant soumis ensuite à concertation, permettaient une prise en compte des enjeux essentiels concernant l'ensemble des riverains de la basse plaine de l'Aude. Les basses plaines de l'Aude constituent une mosaïque de milieux extrêmement divers où se côtoient des zones agricoles et des zones humides. Paradoxalement, les zones agricoles de valeur sont situées en bordure du cours de l'Aude et les zones humides au-delà. Les meilleures terres de la rivière, ce sont les terres débordantes, quoi qu'on appelle, puisque ce sont en fait les terres qui sont les plus hautes et où l'eau reste le moins longtemps. Elles sont beaucoup plus absorbantes et l'eau reste moins longtemps. Les bas-fonds, évidemment, les basses plaines là-bas, l'eau évidemment reste et le sel, il y a des remontées de sel aussi qui sont importantes. Donc à partir de là, la culture de la vigne devient problématique.
Un taureau, c'est avant tout un bovin et il est fait pour manger de l'herbe. Alors ici, moi, j'ai trouvé un espace extraordinaire car il est très divers, très diversifié au niveau herbage. Il y a quelques décennies, bon, c'était plutôt, on amenait plutôt en étang à être comblés. Puis on s'est rendu compte que c'était un milieu très vivant et qui faisait la jonction entre la mer et puis, bon, et puis les terres et qui avait sa raison d'être. Les zones humides sont elles-mêmes très diversifiées en raison des conditions d'humidité et des teneurs variables en sel. Ainsi, l'étang de la Matte est composé de plusieurs milieux. Une roselière, des prés salés, humides et secs. De la même façon, sur l'étang de Vendre, on distingue une roselière d'eau douce, une roselière d'eau saumâtre, des prés salés, secs et submersibles, des enganes constitués de végétaux résistants à une forte salinité. Ces milieux humides abritent une très importante avifaune comprenant des espèces rares et protégées. Le caractère exceptionnel de ce milieu justifie l'acquisition de l'étang de Vendre par le Conservatoire du littoral. Le héron pourpré et le héron cendré sont représentés à peu près 10% de la plus de 10% de la population française. Bon, c'est quand même important. Des espèces rares comme le butor étoilé, comme le blanc guionin, comme la mésange à moustache, bon, ce sont des espèces très rares, même en voie de disparition. Pourtant, aujourd'hui, cet étang souffre d'asphyxie et d'excès de sel. Une restauration et un contrôle des échanges d'eau douce et salée est nécessaire pour maintenir sa qualité biologique, sous peine de le voir mourir très rapidement. On a eu un apport très important d'eau salée pendant plusieurs années, qui ont sans doute considérablement augmenté le stock de sel dans l'eau de l'étang. On a bien sûr des salinités dans l'année qui varient en fonction de la dilution, puisque plus on a d'eau, effectivement, plus le stock est dilué, donc moins la salinité est grande. Mais on a un stock de sel très important qui n'arrive plus à s'évacuer maintenant. Qui dit pas d'eau douce, dit pas de canotte. Qui dit pas de canotte, ça suit derrière. C'est la mort, c'est la mort. C'est dommage, et cette année qu'il a plu beaucoup, vous le constaterez, il y a des endroits que la canotte, vous voyez, pousse un peu. Donc il y a un peu plus de vie avec l'eau douce. Si on continue à mettre de l'eau douce, si on pouvait mettre de l'eau douce, mais pas en quantité, de l'eau douce juste gérée par l'homme, hein, bien contrôlée. Alors moi, pour moi, l'étang, c'est simple, il serait ce qu'il était avant. La maîtrise hydraulique des crues de l'Aude est une opportunité pour engager une réflexion sur les travaux nécessaires à la survie de l'étang. Pour tenir compte de cette réalité complexe et tenter une conciliation entre les impératifs de lutte contre les crues et le sauvetage écologique des étangs, le bureau d'études de groupement BRL, IARE, Verso, sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte, en coopération avec l'association interdépartementale des basses plaines de l'Aude et les départements de l'Aude et de l'Hérault, a finalement proposé plusieurs solutions. Voyons-les une à une. La première solution A est un recalibrage du lit de l'Aude qui repousse la période de retour des débordements dans les étangs de la Matte et de Vendre de 20 ans à 100 ans. Cette solution est logique car le lit de l'Aude est déjà un chenal artificiel creusé au XVIIe siècle. Dégradé par les crues, un entretien s'avère nécessaire. Il n'a jamais été entretenu, disons, et aujourd'hui c'est devenu un impératif d'entretenir les berges parce que le lit de la rivière s'est creusé et il est nécessaire aujourd'hui de le taliser parce que les berges sont verticales et s'effondrent encore plus facilement étant donné que le poids des arbres qui, lorsqu'ils sont détrempés, provoque l'affaissement de la berge. Un premier projet prévoyait des travaux oraux par décaissage d'une banquette sur une rive et encadrement du lit par une digue. Ce problème n'a pas été abordé convenablement et en fait il a été présenté aux viticulteurs gigantesque. C'est-à-dire qu'on prévoyait un élargissement trop important et qui pénalisait évidemment ces fameuses terres qui sont au bord.
L'objection à ce projet étant son emprise sur des terres agricoles partagées entre de nombreux propriétaires, une variante possible consiste à creuser sous eau un chenal plus étroit et profond. Non seulement il était question d'élargir le lit, mais il était question aussi de prendre une certaine surface pour déposer les déblais. Et donc on amputait le territoire de la commune de sa partie la plus valable. Et c'est là où il y avait, à mon avis, une erreur. Élargir le lit de la rivière de façon raisonnable en enlevant les déblais me paraît être une solution plus intéressante. La deuxième solution B est un chenal de dérivation avec déversement dans l'étang de Vendre. Le but de ce tracé est d'éviter les meilleures terres agricoles, mais il a un très fort impact écologique. Pour l'étang de la Matte, les débordements ne se font plus que tous les 50 ans. Par contre, ils passent de 20 à 2 ans pour l'étang de Vendre, avec un accroissement du volume d'eau transité de 2 à 14 millions de mètres cubes. L'apport de sédiments représente en un siècle une couche de 6 cm, malgré un dispositif de piégeage en contrepente au débouché de l'étang. La conséquence prévisible est un déplacement des zones végétales, avec un recul des anganes et des présalés. Sur le milieu naturel, bon, il faut savoir que notamment les crues de mois de avril-mai, en pleine période de nidification, serait catastrophique, quoi. Bon, c'est clair, si les temps montent de 30-40 cm au mois d'avril ou au mois de mai, c'est la destruction totale de toutes les nichées. L'amplification de ce phénomène concernerait tous les 9 ans, au lieu de 20 ans actuellement, les espèces nichant entre 0 et 30 cm, et tous les 15 ans, les espèces nichant jusqu'à 1 mètre du plan d'eau. C'est pour éviter l'impact négatif de ce projet sur l'écosystème de l'étang de Vendre que 2 variantes C et D ont été étudiées. Le schéma C propose un déversement dans l'étang de la Matte et un chenal au sud de l'étang de Vendre dont le fond serait calé sur le niveau naturel et les bords limités par 2 digues écartées de 600 mètres. L'emprise du chenal coïncide avec la zone à Anganes, ce qui entraînera des conséquences sur son évolution vers une prairie humide qui pourrait accueillir un élevage. Ça peut poser des problèmes, en effet, puisqu'on va voir disparaître une grande partie, sinon la totalité, des anganes. Donc on aura un milieu beaucoup moins riche, beaucoup moins diversifié. Ça risque d'avoir des conséquences non négligeables sur la population d'oiseaux, par exemple. Enfin, le schéma D propose un chenal creusé en continuité, ce qui réduit son emprise et les débordements dans les étangs de la Matte et de Vendre. Mais cela impose des travaux de terrassement importants et coûteux qui modifient fortement les conditions hydrauliques et écologiques en bordure de l'étang. Essayons maintenant de visualiser l'impact de chaque projet dans le paysage. Dans le projet A, l'aspect de la plaine change peu. Le lit de l'Aude élargi a une allure majestueuse, bordé d'un pâturage submersible dans la première option, de terres agricoles dans la deuxième. En quelques années, la ripisylve à forte croissance naturelle est reconstituée. Dans le projet B, plusieurs éléments du paysage sont modifiés. La prise du chenal en aval de Coursant est le seul tronçon qui nécessite un enrochement du lit et des talus sur une longueur de 800 mètres. La suite du chenal est engazonnée et se termine en éventail à l'entrée de l'étang de Vendre. Dans le projet C, le chenal disparaît dans la traversée de l'étang de la Matte, où le flot est contenu au sud par une digue. Il se reforme ensuite à la sortie de l'étang pour s'élargir dans la traversée de l'étang de Vendre.
Dans le projet D, le chenal plus étroit reste en eau dans le secteur de l'étang de Vendre. Le choix d'une solution peut se faire maintenant en connaissance de cause entre des projets de coûts sensiblement équivalents. Cela implique l'adhésion à un intérêt général qui doit prendre en compte autant les aspects économiques que le sauvetage et la mise en valeur d'un milieu naturel remarquable. La première des choses sur ce projet des basses plaines, il faut prendre en compte les gens qui vivent sur le pays. Parce que les raisonnements c'est bien joli, mais ce qui est important, je crois, c'est de conserver les gens qui vivent sur le pays. Le problème de la maîtrise de l'eau reste un problème très important quant à l'avenir de l'agriculture, de la viticulture et de l'agriculture en général. Puisque il vous arrive un pépin comme il vient de nous arriver cette année pendant la période des vendanges, bien on ne peut pas, on laisse la récolte dehors, quoi. Le projet de dérivation était intéressant en ce sens qu'il avait un aspect de drainage et assainissement, mais que c'est un projet qui est lourd et qu'à mi-parcours de l'aménagement de la basse plaine, il est quand même logique de s'interroger sur la réalisation de ce projet, étant donné le financement que ça représente, et le fait que la rivière, dans l'état actuel des choses, a besoin impérativement d'être aménagée. Alors est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, on peut faire les deux? Je ne le crois pas. Les crédits sont rares et ils sont difficiles à obtenir. Je crois qu'il faut raisonner intelligemment et essayer d'être efficace et économe. Et donc il serait peut-être plus logique d'arriver à un aménagement de la rivière qui élargirait un tant soit peu le lit et conserver un chenal de dérivation mais réduit. Je ne suis pas tellement au courant des travaux, mais je sais que quand même c'est pas possible que de nos jours on n'arrive pas à aménager quand même une rivière qui est quand même la rivière. Bon, je sais que c'est important, l'Aude, qu'il y a les PO et tout ça, il y a toute l'eau des Pyrénées, tout ça qui arrive, mais quand même. Dans les basses plaines de l'Aude, le milieu naturel n'est pas spontané, mais le fruit d'échanges complexes à travers des ouvrages réalisés par la main de l'homme. Aujourd'hui, ces ouvrages doivent être conçus en harmonie avec le paysage et dans le respect des équilibres naturels. La solution que nous allons choisir doit s'insérer dans cet ajustement permanent que l'Aude impose aux hommes, au paysage et à la vie sauvage.